Voici donc une maladie qui pour l'instant garde tous ses mystères. La fibromyalgie, plus fréquente chez la femme que chez l'homme, fait couler beaucoup d'encre et intéresse de plus en plus les médias et les chercheurs, du moins nous l'espérons. Décrite depuis l'Antiquité, la fibromyalgie qui concerne également l'adolescent mais moins fréquemment que l'adulte, suscite de plus en plus d'intérêt, essentiellement grâce aux associations de patients. Ce n'est qu'en 1824 qu'elle réapparaît sur le devant de la scène grâce à l'anglais Balfour. Confondue pendant de nombreuses années avec d'autres pathologies et considérée comme une maladie psychologique, la fibromyalgie est maintenant une entité clinique à part entière. Les principaux symptômes de cette maladie sont la fatigue, des douleurs disséminées dans l'ensemble de l'organisme et les troubles du sommeil. À cela viennent se rajouter d'autres symptômes satellites, qui sont, entre autres, la raideur, des contractures des mâchoires, des paresthésies, c'est-à-dire des fourmillements, une impression de gonflement, des troubles psychologiques à type d'anxiété, de dépression, des troubles de la mémoire, un côlon irritable, des troubles des règles et d'autres symptômes moins fréquents. Il s'agit en général d'une difficulté à se concentrer, du syndrome des jambes sans repos, d'une maladie de Raynaud et d'autres symptômes encore. L'épisode suivant nous les montre en images. Les douleurs survenant au niveau de la nuque, les céphalées, les contractures de la mâchoire, les douleurs du bassin, les douleurs des épaules, les paresthésies des membres supérieurs, la colopathie fonctionnelle, la bouche sèche, les yeux secs. Avant de s'appeler fibromyalgie, cette pathologie portait un grand nombre d'appellations différentes. Citons par exemple la polyanthésopathie, la myofibrosite, la myofasciite, les rhumatismes de tension, etc., etc. Longtemps considérée comme une maladie psychogène ou psychosomatique, la fibromyalgie fait maintenant l'objet de différentes études cliniques et pharmacologiques. Voyons maintenant les facteurs susceptibles de déclencher cette pathologie ou de l'aggraver. Il s'agit du froid, de la fatigue, du stress, du surmenage, des émotions, des traumatismes de toutes sortes, des antécédents psychologiques, de problèmes affectifs, etc., etc. Le diagnostic de la fibromyalgie nécessite, entre autres, la mise en évidence de certains points appelés points de Yunus. Nous allons les décrire en images. La pression qui doit s'exercer sur ces différentes zones de l'organisme ne doit pas dépasser 4 kg approximativement. Voici les différents points, en commençant par l'occiput, droit et gauche, le point cervical bas droit et gauche, les deux points trapéziens, les deux points susépineux à l'insertion au-dessus de l'épine de l'omoplate, près de son bord interne, les deux points correspondant approximativement au sulcus gauche et droit, les deux points trochantériens en arrière de la saillie du grand trochanter, les deux points face interne des genoux vers le coussinet graisseux médian proche de l'interligne, les deux points épicondyliens latéraux bilatéraux à 2 cm au-dessous des épicondyles, et pour terminer, les deux derniers points correspondant à la deuxième côte à la seconde jonction chondrocostale. On a tendance à croire que la fibromyalgie est une maladie qui s'accompagne de lésions du muscle proprement dit. En réalité, il n'en est rien. Et les prélèvements qui sont effectués, c'est-à-dire les biopsies musculaires, ne montrent aucune anomalie significative qui serait susceptible de permettre de porter un diagnostic de certitude. Néanmoins, certains chercheurs qui se sont penchés sur cette pathologie ont mis en évidence des modifications de la fibre musculaire que nous voyons ici. Imaginons que nous découpions, à l'aide d'une lame de verre, une fibre musculaire. Voici ce que nous verrions.
Le muscle est constitué d'un grand nombre de petites fibres, que l'on appelle des myofibrilles. Nous les voyons ici en gros plan. Si nous nous approchons de plus en plus de ces fibres musculaires, voici ce qu'il est possible d'observer. Entre ces petites fibres de muscles, nous constatons la présence de minuscules vaisseaux qui sont destinés à vasculariser le muscle dans son ensemble. Pour certains chercheurs, ce sont ces vaisseaux qui sont modifiés chez le patient fibromyalgique. Pour d'autres, cette modification n'est que la conséquence des difficultés qu'éprouve le patient à bouger et à se déplacer normalement. Les analyses biologiques effectuées en pratique médicale courante sont toutes normales en dehors de quelques petites perturbations sans rapport avec la fibromyalgie. Les recherches effectuées sur le tissu osseux ne montrent aucune anomalie. Les différentes coupes faites sur l'os ne montrent pas non plus de modifications pouvant expliquer les douleurs survenant au cours de la fibromyalgie. Les analyses sanguines sont également normales. Il faut vérifier la vitesse de sédimentation, la CRP, rechercher l'absence d'anticorps antinucléaires, de facteurs rhumatoïdes, de façon à éliminer une polyarthrite rhumatoïde, entre autres. La recherche d'antigène HLA-B25 est nécessaire pour ne pas confondre la fibromyalgie avec une spondylarthrite ankylosante par exemple. Le dosage des hormones thyroïdiennes sera également demandé. La ponction lombaire est un examen qui se fait uniquement en milieu spécialisé. Son but est de recueillir du liquide céphalorachidien qui sera examiné. Le dosage de la substance P sera effectué à l'intérieur de ce liquide céphalorachidien. L'imagerie médicale est également normale, que ce soit la radiographie de la bouche, du bassin, des membres inférieurs, des pieds ou encore des mains. Voici une liste des principales affections rhumatismales susceptibles d'être confondues avec la fibromyalgie. L'arthrite rhumatoïde, la myofasciite à macrophage, le syndrome de fatigue chronique, la polyarthrite rhumatoïde, les pathologies concernant les articulations, l'arthrose, le lupus érythémateux, le dysfonctionnement de l'articulation temporomandibulaire, la polymyosite, la polyarthrite rhizomélique, l'ostéomalacie, l'ostéoporose, l'hypothyroïdie, l'hyperthyroïdie, l'hyperparathyroïdie, l'insuffisance rénale, la dépression, le myélome multiple, le syndrome de douleur myofasciale et certaines névroses. Les causes de la fibromyalgie ne sont pas explicitées clairement. Il existe néanmoins quelques pistes. Nous allons essayer d'en explorer quelques-unes. Pour comprendre les mécanismes, c'est-à-dire la physiopathologie susceptible d'expliquer la survenue de la fibromyalgie, il est nécessaire d'avoir une approche anatomique du système nerveux de l'homme. Après avoir procédé à la section d'une racine nerveuse, nous allons nous approcher encore plus près de la moelle épinière. Pénétrons à l'intérieur de cette racine nerveuse et approchons-nous encore plus du cœur même de la moelle épinière après avoir survolé le ganglion rachidien des racines postérieures. Après être rentrés à l'intérieur même de la moelle épinière, véritable gare routière neurologique, toujours à la place de la douleur, nous prenons la direction du cerveau, voyage matérialisé par les petites sphères bleues et rouges qui montent à l'assaut de l'encéphale. Nous voici maintenant à l'intérieur du cerveau. Les petites lumières blanches matérialisent le trajet de la douleur des noyaux gris centraux jusqu'au cortex cérébral, c'est-à-dire la périphérie du cerveau dans lequel nous pénétrons également. Pour mieux comprendre le trajet emprunté par la douleur, visualisons à travers de petites sphères lumineuses ce trajet à l'aide d'une cartographie de l'anatomie du système nerveux de l'homme. Nous voyons les petites sphères lumineuses aller de la périphérie vers le cerveau en passant par la moelle épinière. Pour comprendre le rôle joué par la moelle épinière, sectionnons celle-ci pour bien différencier la substance grise que nous voyons ici en foncé de la substance blanche en clair. L'influx nerveux apparaît à droite de l'image, il s'agit de la douleur.